Plus d'une semaine s'est écoulée depuis que le Hamas a lancé sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies. Tel Aviv a rapidement repoussé l'incursion militante et a promis une réponse ferme. En quelques jours, des milliers de bombes sont tombées sur Gaza, créant une catastrophe humanitaire. Dans le même temps, les derniers préparatifs sont en cours pour une offensive terrestre qui, comme l'a dit le général américain à la retraite Frank McKenzie, sera un bain de sang pour tous. À quoi pourrait ressembler une offensive israélienne ? Ceci est un rapport spécial. Nous devons admettre honnêtement, douloureusement et à la tête baissée, que nous, les dirigeants et l'établissement de la sécurité, n'avons pas réussi à maintenir la sécurité de nos citoyens, a déclaré Bezalel Smotrich, un partenaire clé du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à la conférence de presse. Au moment de la rédaction de ce rapport, plus de 1300 citoyens israéliens avaient été confirmés morts. L'armée d'Israël, Tsahal, a rapidement repoussé l'attaque que nous avions détaillée dans notre premier rapport et a répondu par une campagne aérienne visant à détruire tous les sites liés au Hamas à Gaza. Mais comme le groupe utilise des infrastructures civiles pour ses opérations, tout est devenu de facto une cible. Ici, vous pouvez voir le Hamas lancer une attaque à la roquette depuis des localités densément peuplées. En 6 jours, Israël a largué 6000 bombes sur Gaza. À titre de comparaison, les Américains ont largué entre 2000 et 5000 bombes au cours de leur campagne contre Daesh, par mois. En conséquence, la ville a rapidement commencé à ressembler à celle que les Russes avaient rasée, Mariupol. Les hôpitaux de Gaza se remplissent rapidement. Les rapports officiels parlent à eux seuls de 2750 Palestiniens tués et près de 10 000 blessés. L'armée israélienne rapporte quant à elle que plus de 6000 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers le nord, le centre et le sud d'Israël depuis l'attaque surprise du Hamas le 7 octobre. La plupart ont été abattus par les défenses aériennes, mais beaucoup sont tombés sur des cibles civiles. Dans le même temps, Tel Aviv a imposé un blocus total sur la bande de Gaza, y compris l'approvisionnement en électricité et en eau. Israël fournit 50% de la demande en électricité de Gaza. Les rapports les plus récents indiquent que lundi matin, le poste frontière de Rafah avec l'Égypte a été ouvert. Une zone militaire fermée de près de 1000 km² a également été imposée. Dans cette zone, une mobilisation massive de troupes et d'équipements a commencé pour la répression finale contre le Hamas promise par le gouvernement israélien. Israël a appelé 360 000 réservistes, dont beaucoup sont revenus de l'étranger. Il s'agit du plus grand appel en 40 ans depuis la guerre de 1982 avec le Liban. Des milliers de tonnes d'équipements lourds, dont des chars Merkava, ont également commencé à être rassemblés. Par ailleurs, le vendredi 13 octobre, le commandement israélien a ordonné l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza vers le sud. Tel Aviv leur a donné 24 heures pour le faire. Nous parlons de plus d'1 million de personnes, soit près de la moitié de la population de la bande de Gaza. Ils étaient censés se déplacer vers le sud par l'une des deux routes suivantes. L'organisation terroriste Hamas a lancé une guerre contre l'État d'Israël et la ville de Gaza est une zone où se déroulent les hostilités, indique un communiqué de Tsahal. Médecins sans frontières a qualifié de scandaleux l'appel lancé 24 heures sur 24 par Israël pour l'évacuation de Gaza. L'OMS a déclaré qu'il s'agissait d'une condamnation à mort pour les personnes connectées à des équipements de survie. Lundi, 72 heures après l'ordre d'évacuation, l'offensive terrestre n'a pas encore commencé. Les derniers rapports indiquent que seulement la moitié de la population, soit quelques 600 000 personnes, s'est déplacée vers le sud. Peut-être que Tel Aviv donne du temps aux autres, mais cela ne tardera pas. Il est clair que l'objectif israélien est une opération terrestre à Gaza. Aller bloc par bloc, appartement par appartement, en éliminant tous les représentants du Hamas. Les opérations urbaines sont les plus difficiles de toutes, surtout contre un ennemi comme le Hamas. Les rues du Gaza couleront du sang des deux camps, et étant donné que des milliers de civils resteront dans le nord, elles couleront avant tout du sang des civils. D'autant plus que les Israéliens rapportent que le Hamas bloque l'évacuation. Nous constatons des efforts actifs de la part du Hamas pour bloquer et empêcher la population de se déplacer vers le sud. Le Hamas veut montrer au monde qu'il a des victimes et des morts, a déclaré le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse.
nous continuons d'exhorter les habitants de la ville de Gaza à se déplacer vers le sud. Le Hamas veut vous utiliser comme bouclier humain. Nous faisons cela pour votre sécurité personnelle, a ajouté Hagari. Nous avons l'intention d'attaquer Gaza dans un avenir proche, de manière très large, a-t-il conclu. Le Hamas, quant à lui, affirme que l'armée de l'air israélienne bombarde les couloirs d'évacuation. Mais à quoi pourrait ressembler une offensive à laquelle Tsahal se prépare ouvertement? Depuis le retrait israélien de Gaza en 2005, 3 opérations terrestres majeures ont eu lieu. L'incursion la plus profonde d'Israël à Gaza, au cours des 18 dernières années, a été l'opération Plomb durci. Au cours de l'opération de 18 jours, 5 formations de la taille d'une brigade sont entrées dans Gaza et ont divisé la bande en 3 secteurs. Les forces israéliennes ont opéré profondément dans les villes, mais n'ont pas occupé la totalité du territoire. L'opération terrestre a été précédée d'un bombardement massif. La même chose se produit actuellement. Cette fois, la campagne terrestre durera presque certainement plus de 10 jours et sera beaucoup plus intense, s'enfonçant plus profondément dans les villes et sous terre, au point de détruire les bastions militaires du Hamas et d'autres groupes armés, tels que le Djihad islamique palestinien, dit Anshel Pfeffer, un analyste israélien. Mais dans quelle direction Israël peut-elle passer à l'offensive? La géographie limite les options. C'est pourquoi Tsahal a tendance à utiliser les mêmes routes d'approche. Les zones autour du terminal d'Erez, à l'extrême nord de la bande de Gaza, autour de Boureij, au sud de la ville de Gaza, et à l'est de Khan Yunis, sont propices à l'entrée des chars. Le terrain y est facilement traversable en raison de la prédominance des champs agricoles. Un autre point d'accès est la route de Philadelphie, près de Rafah, à l'extrême sud. Le Hamas et d'autres factions à Gaza sont conscients que ce sont des routes qui peuvent être utilisées par les forces israéliennes, et il est probable que c'est là que nous verrons la première ligne de défense. Ces zones ont été le théâtre de violents combats dans le passé. À mesure qu'Israël avance, la campagne sablonneuse se transforme en zone urbaine et les conditions deviennent plus complexes. Des appartements, dans des endroits comme Jabalia et Beit Laria, surplombent les approches nord de la ville de Gaza, tandis que la principale route nord-sud borde les zones industrielles que le Hamas a utilisées pour sa défense dans le passé. La zone située en centre de Gaza et à l'est de Khan Yunis est plus ouverte, mais les villages et les bâtiments plus hauts, le long des routes d'accès, ont toujours fourni une couverture au Hamas. Même si Tsahal a l'expérience des combats en ville, il ne faut pas oublier qu'elle sera confrontée à des positions préparées par le Hamas, dont les combattants connaissent mieux leurs propres zones urbaines. Il existe également des informations faisant état d'un vaste système de tunnels que le Hamas a préparé pour une telle éventualité. Pour déblayer les bâtiments, les sous-sols et le vaste réseau de tunnels, ils devront démonter leur infanterie et combattre essentiellement soldats contre soldats et bloc par bloc dans les zones bâties, explique Mick Mulroy, ancien haut responsable du Pentagone. De plus, le Hamas dispose probablement d'un stock important de missiles anti-chars Kornet. Ceux-ci ont été utilisés efficacement contre les chars israéliens Merkava, par exemple par le Hezbollah au Liban. Le groupe a également développé des drones capables de larguer des charges similaires à ceux utilisés en Ukraine. Les drones civils sont également susceptibles de fournir au Hamas une reconnaissance locale, ce que le groupe n'a jamais eu. Je pense qu'ils vont rentrer de façon intense et ça va être un bain de sang pour tout le monde, a déclaré au Washington Post Kenneth Frank McKenzie Jr., un général des marines à la retraite qui a servi comme chef du commandement central américain jusqu'à l'année dernière. Il prédit également que les Israéliens s'enliseront dans l'imprévisibilité désordonnée de la guerre urbaine. Israël a la capacité d'occuper Gaza dans sa totalité, mais cela coûterait sans aucun doute très cher. L'occupation totale constituerait certainement un défi de taille. C'est pourquoi l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU a signalé qu'Israël n'avait pas l'intention d'occuper Gaza. Pourtant, conformément à l'objectif de l'opération Épée de fer, annoncé par le Premier ministre Netanyahou, tous les membres du Hamas doivent mourir, ce qui suggère que les actions de Tel Aviv seront sans précédent. Au niveau local, tout le monde se prépare à l'offensive, mais les tensions montent également dans la région. Rien ne se produit dans le néant. Des rassemblements massifs ont eu lieu dans les grandes villes du Moyen-Orient pour soutenir les Palestiniens et condamner Israël. Ici, nous voyons le Maroc, la Turquie, l'Irak, l'Iran. Des manifestations ont également eu lieu dans de nombreuses villes de l'Occident.
Pourtant, la menace la plus immédiate pèse sur Israël depuis le nord, menaçant d'entraîner le Hezbollah libanais dans les combats. Naïm Al-Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah, a déclaré que le Hezbollah surveillait de très près les actions d'Israël et était pleinement préparé. Il a souligné que le Hezbollah connaît son rôle et ses responsabilités et qu'il décidera s'il doit agir. Le Hezbollah est pleinement préparé à tout scénario, a-t-il déclaré. Pour l'instant, il y a eu des échanges de tirs limités près de la frontière libano-israélienne. La porte-parole de Tsahal a déclaré que le Hezbollah disposait de quelques 130 000 roquettes dirigées vers des civils israéliens. Même un système aussi avancé que le Iron Dome ne peut pas abattre toutes les roquettes lors d'une attaque à saturation. Dans l'ensemble, le Hezbollah dispose de capacités militaires bien supérieures à celles du Hamas. Mais l'implication directe de la République islamique de l'Iran dans le conflit aurait des conséquences bien plus graves pour la région. Les échanges de messages entre Téhéran et Tel Aviv s'intensifient. Lors d'une visite à Beyrouth, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a averti que la guerre pourrait s'étendre si les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivaient. Nous voyons ici Abdollahian rencontrer le chef du Hamas, Haniyeh, au Qatar. À l'opposé, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a décrit l'attaque du Hamas. Tout est dirigé depuis l'Iran. L'autorisation est donnée par l'Iran. L'argent est fourni par l'Iran et les idées sont formées en Iran. La marine américaine, stationnée près de Gaza, est là principalement en raison de la menace iranienne et non pour aider Israël à combattre le Hamas. Il convient également de mentionner qu'à la lumière de l'offensive du Hamas et de la réponse d'Israël à celle-ci, une vague de débats balaye le monde sur la moralité des deux camps. La perspective adoptée est souvent en noir et blanc. Les partisans palestiniens, sans parler de ceux du Hamas, voient les actions répressives de longue date d'Israël contre les Palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie comme la cause principale. Le discours anti-palestinien n'a fait que s'intensifier avec la formation du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Le monde est inondé d'images de conséquences des bombardements israéliens. Nous sommes tous témoins de la mort et du handicap d'enfants et de leurs mères. Ou le blocus, qui a conduit à un manque d'accès aux produits de première nécessité ou aux médicaments. Cela se ressent également au niveau diplomatique. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a déclaré au secrétaire d'État américain Anthony Blinken: la réponse israélienne va au-delà du droit légitime de défense et s'est transformée en punition collective pour 2 millions de personnes à Gaza. L'autre partie, Israël, fait valoir son propre droit à se défendre. En outre, les pratiques purement criminelles du Hamas sont transparentes. L'exécution de civils israéliens, mais indirectement aussi la leur. Les combattants du groupe se cachent de facto derrière le dos des femmes et des enfants dans les quartiers densément peuplés de Gaza. Beaucoup remettent également en question la logique des actions du Hamas, à laquelle il devait être clair que Tel Aviv répondrait dans toute sa force. Et cela signifiera davantage de bombardements et probablement une offensive terrestre. Cependant, Israël et de nombreux analystes reconnaissent que cette rationalité ne se situe pas au niveau de l'individu. Pour les combattants du Hamas, la mort dans une guerre sainte aux mains d'Israël est la forme de sacrifice la plus élevée. Et peu importe que ce sacrifice soit consenti par les combattants eux-mêmes ou par les civils palestiniens, pour la cause desquels le Hamas prétend se battre. En revanche, les dirigeants du groupe poursuivent leur propre agenda, faisant campagne depuis des bureaux confortables au Qatar. Le Hamas lui-même reçoit également un soutien dans diverses régions du monde où ses actions sont présentées comme légitimes. L'affaire devient d'autant plus complexe que la question de l'indépendance palestinienne a reçu un accueil de plus en plus chaleureux en Occident ces dernières années. Les derniers sondages suggèrent que parmi les jeunes démocrates aux États-Unis, par exemple, la sympathie pour la Palestine était plus élevée que pour Israël. Cependant, en raison des atrocités commises par le Hamas, les actions de représailles d'Israël gagnent en légitimité qu'elle avait progressivement perdue. Le massacre aveugle des spectateurs de concerts ou des civils cachés dans leur maison n'a aucune justification et n'est, en substance, pas différent du génocide russe de Boutcha. C'est pourquoi nous constatons des tentatives de la part de certains Palestiniens de séparer les activités du Hamas et de la Palestine en tant qu'État. Le président palestinien Mahmoud Abbas n'est pas reconnu par le Hamas. Il a déclaré: « Les actions du Hamas ne représentent pas les Palestiniens. Les Israéliens
tentent également de faire la distinction entre les deux environnements dans leur communication, affirmant que leur offensive vise le Hamas et non les Palestiniens. Mais étant donné que le Hamas endoctrine les plus jeunes Palestiniens depuis des années et que Gaza elle-même est coupée du monde, ont-ils eu et ont-ils la possibilité de choisir une voie différente? Nous opérons avec diverses nuances. La violence engendre la violence. Pour l'instant, nous le constatons au niveau local. Mais lorsque les choses deviennent incontrôlables, il existe une probabilité non nulle que nous assistions à une cascade d'événements violents au niveau régional, voire mondial.